Bonjour. L'accord électronique a été signé entre les États-Unis et l'Iran pour une trêve de 60 jours. On n'est pas encore à la fin de la guerre, mais déjà les négociations vont durer 60 jours et c'est l'arrêt des combats. Aux conditions de l'Iran. L'Iran a demandé d'abord le retrait des Américains, donc la levée du blocus et puis graduellement le retrait des Américains du Golfe. Ils veulent vraiment que les Américains quittent le Golfe parce que les bases américaines là-bas n'ont pas leur place. Surtout que maintenant, les rapports avec les pays du Golfe sont en train de changer. Les pays du Golfe ont compris que les bases n'étaient pas là pour les protéger, mais pour protéger Israël. Et d'ailleurs, les bases n'arrivaient même pas à se protéger eux-mêmes. Ils ont été frappés, toutes sans exception, par les missiles iraniens. Dans plus de la moitié, les trois quarts sont sortis hors jeu. Donc, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il n'y a plus de place pour les Américains. Ils peuvent rester faire du commerce, du business, mais on ne doit plus parler de militarisation du Golfe par les bases américaines, qui sont des implantations presque américaines, avec un staff de soldats et qui eux-mêmes maintenant mettent les États où ils s'installent dans des conflits avec leurs voisins ou pour justifier leur présence et pour soutirer de l'argent au pays. Et là, l'Iran demande la fin de cette politique. Elle demande des réparations de guerre pour 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Sur le principe, les Américains ont accepté tout ça. Maintenant, quelles sont les conditions américaines d'arrêter l'enrichissement de l'uranium à un niveau civil, 3,6 ou 3,8 comme prévu, et dans certains cas à 20% pour des besoins essentiels en médecine ou en industrie. Et que l'Iran s'engage que jamais elle ne va chercher à avoir l'arme nucléaire. Et ça, les Iraniens l'avaient toujours affirmé, qu'ils ne cherchent pas à avoir l'arme nucléaire. Donc, voilà les principaux points où il y a eu des négociations sérieuses. Maintenant, il reste le problème du Liban. Les Iraniens ont intégré le Liban à la sécurité de l'Iran. Il faut que Israël se retire du Liban et qu'elle arrête d'attaquer le Liban. D'ailleurs, les Israéliens sont en train d'avoir des pertes colossales au Liban. Le Hezbollah leur fait la vie dure. Chaque jour, une dizaine de soldats sont tués ou blessés, chaque jour, avec des armes civiles, des drones civils à fibre optique mais chargés d'explosifs, qui suivent leur itinéraire jusqu'au but et filmés par des caméras. Qu'ils frappent un char Merkava. Il y a des dizaines de chars Merkava jusqu'à présent qui ont été pulvérisés, ou un attroupement de soldats que tu les vois fuir dans toutes les directions, et quand tu es un soldat, les soldats paniquent, ils mettent des parapluies, ils mettent des filets de pêche pour se protéger, ils ne savent plus quoi faire. Et pourtant, le gouvernement israélien, avec Netanyahou à sa tête, Benafir et Smotrich, veulent continuer la guerre du Liban, alors que les soldats souffrent là-bas. Mais Trump a signé les accords avec l'Iran et le Liban est inclus. Mais seulement Netanyahou se rebelle parce qu'il ne peut pas se permettre d'arrêter la guerre du Liban et de se retirer du Liban. C'est la fin politique pour lui et peut-être la prison et peut-être
il va partir dans l'au-delà comme Sharon avec ses soucis de santé. Et peut-être il va rester branché artificiellement. Là, même sa santé, là, elle est en train de lui faire défaut. Tout le monde lui fait défaut. Le monde entier, il déteste Netanyahu. Il voit que cette personne est sanguinaire, inhumain. Il ne cherche que la guerre. Il ne cherche que que sa personne. Même Israël, il l'a mis dans un climat de haine. Il a su distiller cette haine à presque la totalité d'Israël qui sont encore pour cette guerre, pour la guerre contre l'Iran, contre le Liban, malgré tous les dégâts subis. Et que l'État d'Israël cache toujours à ses concitoyens. Mais le jour où cela sortira, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour Netanyahu et pour Ben-Gvir et Smotrich. D'ailleurs, ils sont tous les trois poursuivis par la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale. C'est des criminels de guerre, des génocidaires. Le monde entier les a haïs, le monde entier les vomit. Et ça, c'est une première. Même aux États-Unis, même leurs alliés les plus stratégiques, comme l'Angleterre, la France, l'Italie, tous les pays, même les États-Unis, en ce moment, ils sont en confrontation directe avec Trump. Trump, en signant, là, il l'accuse d'avoir trahi, que ce qu'il a fait est impardonnable. Il est en train, Netanyahou est en train de mettre le monde entier contre Israël. Et ça, Trump le lui a dit carrément. Il a dit tout le monde te déteste, tout le monde déteste Israël à cause de toi. Et dernièrement, quand il a attaqué la banlieue sud de Beyrouth, alors que les Américains négociaient avec l'Iran pour arriver à finaliser, Trump a dit mais c'est fou là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a traité de tous les noms. Donc maintenant, les langues se délient. Et les Israéliens sont perdants sur toute la ligne. Surtout que leur allié le plus puissant et le plus fidèle, les États-Unis, commencent à les lâcher, commencent à en avoir marre. Et surtout les jeunes aux États-Unis, les jeunes de MAGA et les jeunes démocrates, ils sont entièrement contre Israël, contre ces guerres, contre... Elle est en train de pomper les États-Unis, de les entraîner dans leur guerre, de leur vider leur armement, de détruire leur diplomatie internationale. Donc, à l'intérieur des États-Unis, on n'a jamais vu comme ça une montée de haine contre Israël et sa politique. Et contre le lobby juif américain, qui à l'intérieur des États-Unis fait pression sur le gouvernement américain par les congressmen et les députés qui sont élus grâce à l'argent de l'AIPAC et des différentes organisations de lobbying. Les choses vont changer, même aux États-Unis. Et si ça change aux États-Unis, ça changera partout pour l'État d'Israël. L'État d'Israël est acculé, ils sont en train de faire des folies. Maintenant, il y aura une signature directe entre les Américains et les Iraniens à Genève, avec J.D. Vance qui va aller le vice-président. J.D. Vance est attaqué dans les médias israéliens, même Trump. Et même leurs pions qui sont là-bas, comme Jared Kushner, comme Steve Witkoff, ils sont attaqués parce qu'ils se sont retirés. Ils ne peuvent plus défendre Israël. Et le président les a mis de côté, Trump les a mis de côté, et il a mis J.D. Vance. Et maintenant, surtout les Pakistanais ont joué le grand rôle. Parce que les Chinois ne peuvent pas. Les Américains n'acceptent pas. Les Russes non plus. Les Américains n'acceptent pas. C'est les Chinois qui ont pris le relais. Mais derrière eux, il y a la Chine et la Russie. Et vraiment, le premier ministre pakistanais, Nawaz Sharif, et le chef de l'armée, Mounir,
ont travaillé sur ce dossier jour et nuit. Ils ont fait des voyages multiples, que ce soit en Iran, que ce soit aux États-Unis, pour régler. Parce que les États-Unis et l'Iran ne négocient pas directement. Ils négocient à travers les Pakistanais. C'est les Iraniens qui refusent de rencontrer les Américains. Après qu'ils ont assassiné les enfants, 170 enfants, des filles dans une école, et assassiné le leader spirituel le plus influent du monde chiite, l'ayatollah Ali Khamenei, et un staff du gouvernement, les plus grandes personnes du gouvernement israélien et iranien. Donc les Iraniens ne veulent plus négocier directement avec les États-Unis. Maintenant, il y a une conclusion de ça, c'est aux conditions iraniennes, et ils vont signer à Genève. Pour la première fois, ils vont se rencontrer directement. Ghalibaf, peut-être le président de l'Assemblée nationale qui mène négociation, va rencontrer J.D. Vance à Genève et ils vont signer. Ou Arakchi et Ghalibaf ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui en sort de tout cela? Il reste un point crucial, le Liban et Gaza. On ne doit pas oublier Gaza dans cela, parce que tout a commencé par Gaza. Le 7 octobre a été le déclencheur de tout cela. Sinon, les Iraniens n'auront pas remporté cette victoire aujourd'hui, malgré tous les dégâts subis. Et le Golfe n'aurait pas changé. Maintenant, Trump et Netanyahou étaient partis pour changer la face du Moyen-Orient. Et Netanyahou le disait clairement, il montrait la carte du grand Israël. Et il y avait déjà un plan, les accords d'Abraham, le grand Israël, la destruction de l'État iranien et le remplacement par d'autres qui sont à leur solde, comme le fils du Shah Reza Pahlavi, ou d'autres qu'il aurait choisi qui seraient favorables à l'Occident. Ils voulaient tout changer dans le prochain. Parce que le seul obstacle qui les empêche d'arriver à leur fin, c'est l'Iran. Mais l'Iran a tenu. C'est pour ça qu'elle a remporté la victoire et qu'elle a imposé ses conditions. Mais Israël, elle perd sur toute la ligne, non seulement avec l'Iran, parce qu'elle a eu des destructions énormes. Et aujourd'hui, elle ne peut plus faire face à l'Iran toute seule sans les États-Unis. Les États-Unis veulent sortir de cette guerre. Trump veut sortir. Il est prêt même à limoger Pete Hegseth et Marco Rubio. Et il l'a annoncé. Il les a menacés s'ils continuent encore à s'opposer à la signature avec l'Iran. Donc Trump est décidé de sauver son parti et son pays pour les prochaines élections, mi-mandat. Donc il doit s'occuper de cela. Et il envoie tous les autres ailleurs. Ils vont régler leurs problèmes tout seuls. C'est ça qui fait mal à Israël. Et ils vont tout faire pour déstabiliser et menacer cet accord. Mais ils ont un problème plus sérieux encore, Israël, avec la Turquie, avec Erdogan. Erdogan qui s'est réveillé. Erdogan qui, lui, tourne avec le vent. Où va le vent dans les intérêts de son pays, il suit. Il peut faire un tour à 180 ou 360 degrés. Il n'a aucun problème à ça. Maintenant, il est dans l'OTAN. Il est en très bonne relation avec la Russie, avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, alors qu'ils s'attaquaient pendant des années, l'Égypte et la Turquie. Maintenant, c'est l'allié stratégique de l'Égypte et la Syrie. Maintenant, Erdogan, il dit, la sécurité de la Turquie commence par la Syrie et le Liban. Donc, il se pose déjà là comme un joueur essentiel. Et là, les Israéliens, ils disent, la Turquie est encore plus dangereuse que l'Iran. Donc, sur tous les fronts, ils sont perdants. Avec l'Égypte, ils n'ont rien pu faire pour Gaza, pour faire sortir les habitants de Gaza, les amener au Sinaï. Ils n'ont rien pu faire. Toute l'armée égyptienne est là. Ils ont fait bloc.
Avec la Syrie, maintenant, il a pris une partie, il les a eu par surprise, il a frappé. Maintenant, la Turquie s'est installée. Ils sont en train de menacer Ahmed Shara, ou Mohamed Joulani, comme vous voulez, et pour qu'il attaque le Liban. Mais Erdogan l'empêche. Il doit choisir entre Israël et la Turquie. Et il n'y a pas photo. Il va être du côté de la Turquie. Même si Israël recommence les frappes en Syrie, ou maintenant ils veulent négocier, ils lâchent les Druzes. Et Ahmed Shara attaque le Liban, il prend Mazar al-Shaba, mais Erdogan les empêche. Et même l'Iran. Donc, le jeu va se jouer maintenant en Liban-Syrie. Mais la Turquie est un grand joueur là-bas. C'est le plus grand joueur là-bas. Et il y a une alliance stratégique entre la Turquie, entre Pakistan, Arabie Saoudite et Égypte. Maintenant, ils défendent les mêmes intérêts. Ils vont défendre la Syrie et le Liban. Malheureusement, dans le Liban, il y a une grande partie des politiciens chrétiens et sunnites, pas tous, mais une grande partie, ils sont avec Israël. Et ils veulent en finir avec Hezbollah. Mais le Hezbollah est très puissant. Il a montré sa puissance contre Israël. Alors au Liban, si vraiment il continue à faire ce jeu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le Liban va basculer à nouveau dans une guerre civile, et c'est ça ce que veulent les Israéliens, ou l'Arabie Saoudite et la Turquie vont empêcher cela. Donc, Erdogan devient un joueur essentiel dans cet échiquier. Et Erdogan a de très bons rapports avec l'Iran. Depuis des siècles, la Turquie et l'Iran se connaissent. Ils ont fait des guerres ensemble jusqu'à maintenant. Depuis des siècles, ils sont en paix. Ils commercent ensemble à coups de milliards de dollars, de dizaines de milliards de dollars. Et les deux sont intelligents. Les Iraniens, ils sont très, très intelligents. Et les Turcs sont intelligents. Donc, chacun connaît ses intérêts et connaît les lignes rouges à ne pas dépasser. Donc, il y aura une entente. Surtout que l'Arabie Saoudite, maintenant, est devenue un acteur principal et a de bonnes relations avec l'Iran grâce à la Chine, et de bonnes relations avec la Turquie. Alors qu'il y avait un problème énorme entre la Turquie et l'Arabie Saoudite depuis l'affaire Khashoggi. Et il y a des problèmes énormes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais la Chine et la Russie sont entrés dans le jeu. Maintenant, on ne peut plus rien faire là-bas sans l'Arabie Saoudite, sans la Turquie, sans l'Iran, sans l'Égypte et le Pakistan, qui sont des joueurs essentiels. Parce qu'en arrière-plan, il y a la Chine et la Russie. D'ailleurs, Trump a remercié la Chine et la Russie quand ils sont arrivés à l'accord. Parce qu'il avait demandé à Xi Jinping et à Poutine de conseiller l'Iran d'aller dans ce sens, parce qu'il veut y aller. Trump veut en finir, parce que c'est une hémorragie d'argent, d'armement, et ça va lui coûter les élections du Congrès et de la Chambre basse du Congrès, mi-mandat. Donc, Trump se retire. Espérant que dans la signature, le vendredi, il n'y aura pas de quoi. Et il y aura au moins 60 jours de répit pour rabattre les cartes. Et Israël, entre-temps, fera tout pour saboter. Il faut faire confiance à Netanyahou et à sa ruse. Il va trouver tous les moyens, mais heureusement, il a en face de lui des ennemis plus stratégiques et plus intelligents, parce que lui, il commet beaucoup d'erreurs en erreurs, par son impulsion, par son agressivité, par sa haine, par son attachement à son poste et par la crainte d'aller en prison et de finir sa vie politique.
et peut-être même il ne pourra pas supporter la prison, il va passer ailleurs. Donc il va être dans la poubelle de l'histoire. Voilà comment se présentent les choses. On verra d'ici vendredi. Et en plus, il y a maintenant la Corne de l'Afrique qui devient un terrain très très dangereux. Il y a là-bas beaucoup d'acteurs. Il y a la Turquie, il y a l'Égypte, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats, il y a Israël, il y a l'Éthiopie. Donc on va en parler une autre fois. Là aussi, ça devient et la Somalie. Il y a une zone qui devient de plus en plus dangereuse. À bientôt.